messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'heure du grand rendez-vous. Comme chaque vendredi, 22h, soyez les bienvenus. Et nous démarrons cette émission avec vos chroniqueurs habituels. Nina Penda Faye, bonsoir. Bonsoir. Mohamed El Habib Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Kémy Seba. Chef de division au ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, il est aussi spécialiste en développement et relations internationales. Il vient de publier Financement du développement et diplomatie, l'attitude du Sénégal. Nous avons l'honneur de recevoir le docteur Alioune Dione. Créer une rupture dans la manière peu orthodoxe de gérer le pays par les dirigeants politiques, tel est le credo du parti Gëm Sa Réew, membre de la coalition Taxawu Temb lors des élections présidentielles. Pour parler de la situation actuelle du pays, nous recevons son secrétaire général, M. Bassirou Seck. Bonsoir, M. Dione. Bienvenue. Vous êtes docteur en relations internationales, vous êtes ingénieur de la formation. Vous êtes également spécialiste aux questions liées au développement et en politique économique. Vous avez écrit une thèse justement sur le financement du développement et diplomatie, l'attitude du Sénégal, après des études brillantes dans les domaines que je viens de citer. Alors, question à deux sous pour vous, M. Dione. Qu'est-ce que le développement? Et l'une dans l'autre, qu'est-ce que la diplomatie économique? Voilà, merci monsieur. Je profite de l'occasion pour saluer tout un chacun ici présent et saluer en même temps les téléspectateurs. Pour répondre à vos questions, concernant la question qu'est-ce que c'est que le développement, c'est a priori c'est difficile de donner une définition exacte du développement. Mais si on peut synthétiser, on peut dire que c'est un processus, c'est un ensemble d'aspirations, de moyens qui visent à améliorer le vécu, disons l'existence des populations en vue d'obtenir la plénitude de leur être propre. Cela pour synthétiser un peu les aspects liés à la dimension culturelle, à la dimension économique et à la dimension sociale de manière large. Beaucoup de définitions ont profilé, mais à mon avis, je crois que si personnellement je devais donner une définition, je me serais contenté de dire que tout ce qui émane d'une vision à partir des populations qui sont actrices et bénéficiaires de leur situation et qui tend à faire recouvrer toute la dignité à ces populations, j'avoue que on peut dire que on est dans le développement. Voilà. D'accord. Et relativement à la diplomatie économique, sur laquelle d'ailleurs vous avez un petit peu bâti vos études et un petit peu également en tout cas votre thèse de doctorat. Voilà, la diplomatie économique. C'est une notion très en vogue aujourd'hui. Voilà, c'est un concept qui est beaucoup en vogue pour la bonne et simple raison que la diplomatie économique recouvre deux champs. Un champ économique et un champ qui concerne la gouvernance. Autrement dit, un champ sur le plan qui concerne les politiques publiques de développement ou bien les politiques publiques tout court. Parce que avec le modèle administratif qu'on a hérité du colonialisme, on avait un champ foncièrement administratif qui n'avait pas en réalité pris en compte les aspirations des populations autochtones, si je peux m'exprimer ainsi. Raison pour laquelle la diplomatie du développement devait être une rupture par rapport au modèle qu'on a hérité de l'administration, à une administration qui en fait était foncièrement, éminemment régalienne, qui n'avait pas en fait
des visées de promouvoir l'existence pleine des populations qui sont les dépositaires de la légitimité des acteurs publics. Raison pour laquelle on doit rompre avec une administration de privilèges, de protocoles et de prestige pour tendre à une administration de développement. Et si on veut tendre à une administration de développement, tous les domaines qui sont concernés par cette administration, y compris la diplomatie, vont entrer dans cette vision et vont devenir une administration de développement. Et du coup, on va assister à une diplomatie du développement, autrement dit appelée diplomatie économique. Voilà en fait un concept qui en réalité est diffus dans la Convention de Genève, mais qu'on ne veut pas mettre en exergue pour des raisons qui sont liées à une sorte d'acculturation, à une sorte d'assimilation culturelle qu'on a vécue parfois inconsciemment, parfois consciemment, mais c'est comme si on se plaisait dans ces modèles qui en réalité ne font que nous assujettir par rapport à des visées impérialistes qui sont plus ou moins exogènes. Raison pour laquelle ma conviction a été de valoriser l'administration en faisant une administration de développement et non une administration purement de prestige, de protocole, de procédure, et les populations ne pourraient aucunement gagner par rapport à cette administration. Pour rester sur votre ouvrage, monsieur John, vous affirmez à la page 23 de votre livre, vous affirmez sans ambages que dans notre pays, en fait, le concept de planification a beaucoup perdu en termes de vitesse. Vous affirmez également que cela est dû à la confusion que nous avons pendant longtemps entretenue entre plan et planification. Tout à fait. En allant beaucoup plus loin, vous avez fait un petit peu le parallélisme entre les deux régimes que nous avons connus depuis l'indépendance, c'est-à-dire le régime socialiste et le régime libéral. Et vous avez affirmé également que pour ce qui concerne le régime socialiste, il y avait quelque part un souci en termes de conception, de plan de développement, etc. Mais que c'était un régime qui avait un petit peu moins d'ambition, qui n'était pas vraiment très ambitieux par rapport aux défis qui nous interpellent. Pour le régime libéral, vous avez soutenu que c'était un régime beaucoup plus ambitieux, mais qu'il lui manquait en tout cas moins de planification. Voilà. Ça vous inspire quoi en fait, si vous de faire ce parallélisme-là, et quelles conclusions vous en avez tirées? Voilà, ça m'inspire le fait de ne pas partir de nos réalités. Vous savez, tantôt je disais que c'est difficile de donner une définition standardisée du développement, pour la bonne et simple raison que il y a beaucoup d'aspects qui ne peuvent pas être intégrés dans une seule définition. Vous savez, l'échec de nos politiques publiques est dû en partie à ce mimétisme dont on faisait allusion tantôt. Ces deux régimes se sont inspirés de modèles, l'un du modèle socialiste, l'autre du modèle libéral. Or, nous avons des réalités qui font que nous sommes nous-mêmes. Et il faut qu'on se connaisse. Si on se connaisse et qu'on sait là où on veut aller, et pour aller à cette destination, qu'est-ce qu'il nous faut? Je crois qu'en nous posant ces trois questions, on pouvait définir notre modèle. Évidemment, la science est universelle. On pourra en ce moment interroger ce qu'il y a à tirer dans le socialisme qui va être un atout par rapport à notre vision, de même ce qu'il y a de positif dans le libéralisme pour construire cette vision. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce sont des visions qu'on a adaptées plus ou moins avec une certaine avec un manque de réflexion, un manque d'appropriation. J'entends par appropriation le fait de prendre ce qu'il y a de bien dans ce modèle pour l'intégrer dans nos valeurs,
Et c'est ce qui fait que le régime socialiste, non seulement tous ces deux régimes ont en commun le fait de ne pas faire ce à quoi ils prétendaient. Le régime qui se réclamait de socialiste n'a pas été socialiste. Le régime qui se réclame de libéralisme n'a pas fait du libéralisme. Alors, c'est pour vous dire que, voilà, c'est pour vous dire que c'est du mimétisme. Alors, ceci a constitué, à mon avis, l'intérêt de revoir les différents courants de pensée qu'on a hérités du colonialisme ou bien qui nous sont plus ou moins dictés par une certaine opinion publique internationale. Parce qu'il y a des valeurs, si je prends l'exemple des valeurs qui relèvent de croyances religieuses, ce sont des valeurs qui ont des aspects universels. Mais on ne veut pas les intégrer dans ces courants politiques pour la bonne et simple raison qu'il y a des enjeux internationaux qui font que on ne peut pas accepter certaines valeurs. Alors, raison pour laquelle nous avons pu constater que le régime socialiste s'est voulu être un régime basé sur des plans. Mais en réalité, ce dont on avait besoin, ce n'est pas en fait les plans, mais c'est plutôt une bonne gestion des finances publiques, une bonne gestion du patrimoine national. De même avec le régime libéral, ils n'ont pas voulu se focaliser sur ces plans, mais malheureusement, il y a eu des problèmes liés à une absence de planification. Raison pour laquelle j'ai voulu attirer l'attention sur la différence entre la planification et les plans. Pour dire qu'il faut une planification dans la mesure où il y a des exigences économiques qui font que on n'a pas la possibilité de tirer comme on veut, d'utiliser comme on veut les ressources, parce qu'étant très limité, et que ces ressources relèvent de la légitimité des populations. Par conséquent, il faut les sauvegarder, il faut les optimiser, il faut les préserver. Raison pour laquelle il faut planifier à tous les instants. On a une administration qui, en réalité, est parfois dépensière, qui, en réalité, ne fait pas une gestion axée sur les résultats. C'est un concept qui est nouveau, qu'on vient de voir tout récemment. Mais c'est quelque chose qu'on devait prendre en compte aussitôt après les indépendances. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu que vraiment qu'il y ait la planification à tous les niveaux pour rendre optimale l'utilisation des ressources publiques, l'utilisation du patrimoine national. D'accord. Je ne sais pas s'il faut décréter, décréter ici maintenant la fin des idéologies, en fait, etc., base au socle où repose peut-être le développement de nos pays. En tout cas, ça a été toujours le cas. On a connu beaucoup de régimes, c'est vrai. On a connu également beaucoup d'hommes politiques qui sont appuyés sur des idéologies, des doctrines importées, d'accord, qui ne faisaient peut-être pas vraiment l'affaire sur nos contrées. Et ça ne nous a pas beaucoup avancé. Hein, tu vois qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui qui commencent à, en tout cas, ne prendre pour idéologie que la satisfaction des ambitions et des aspirations populaires. Et je crois qu'il serait peut-être plus sage de se ranger dans ce cadre-là. Mais enfin, on va peut-être continuer dans ce sillage-là avec Nina Penda Faye. Merci, Babacar. Je salue M. John et le félicite pour le travail, parce que quand même, une thèse reproduite sur 300 et quelques pages, c'est pas un travail qu'on ne peut pas ne pas saluer, bien au contraire. Moi, je voudrais plutôt axer et parler avec vous de cette réflexion sur la diplomatie et particulièrement parler de la diplomatie économique. Parce que quand je vous lis et en constatant ce que nous avons pu vivre, même si nous ne sommes pas d'une génération très très ancienne, mais de ce que nous avons retenu, c'est qu'on a eu l'impression que sous Diouf et sous Senghor, nous avions une diplomatie discrète et efficace. Bien sûr, qui a suivi un mimétisme et qui a suivi une école que nous connaissons tous.
Et après, je ne pense pas que quand on a vécu sous Diouf et sous Senghor, on ne savait pas ce que c'était la diplomatie économique. Peut-être qu'on ne pouvait pas l'appeler la diplomatie économique, on l'aurait appelé autrement ou on l'appelait autrement. Si vous, le chercheur, vous allez nous dire. Et sous Wade, on a vu une diplomatie quand même visible, qui communiquait plus, qui était beaucoup plus dynamique. Et nous avons connu ce que c'est que ce changement des paradigmes, parce que le Sénégal s'est tourné vers d'autres pays, vers l'Inde, vers la Chine, vers les pays, vers l'Arabie Saoudite et d'autres pays du monde, vers l'Afrique du Sud, la Libye, etc. Et c'est un autre modèle qu'on nous a présenté. Une diplomatie active qui a permis également, en termes de ressources, de partenariat et de coopération, d'avoir beaucoup de financement et de soutien. Et vous le notez si bien dans votre travail. Je vais en revenir avec des aspects d'illustration. Et après cela, on a eu l'impression qu'à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sous le régime du président Wade, nous avons vu un département qui est le département de la coopération internationale délocalisé dans un autre ministère. Vous en parlez également. Et on ne peut pas dire que le financement ou les acquis en termes de financement au Sénégal n'ont pas été de bons acquis. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce que le Sénégal a reçu en termes de coopération? Est-ce que parce que le modèle institutionnel est mauvais? Est-ce que parce que la pratique est mauvaise? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que si on prend l'exemple et on se réfère à ce qui se dit, c'est qu'un autre pays aurait reçu autant de financement que le Sénégal en a reçu, serait à un autre niveau supérieur à celui que nous avons et d'avoir un taux de croissance supérieur à 3,3%, comme vous le dites. Alors dites-moi, quand vous avez étudié tous ces processus-là, par rapport à la diplomatie économique, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce qu'on a eu comme financement? Quel est le modèle qu'il nous faut en dehors du fait qu'il ne faut pas que nous soyons dans le mimétisme, mais il nous faut choisir notre modèle à nous. Merci. Tout à fait. Merci, Madame Penda, Mima Penda. Je crois que les financements qu'on a pu acquérir avec le modèle de diplomatie économique instauré par le président Wade laisse entrevoir, comme vous l'avez dit, beaucoup de financement, une manne financière assez importante et qui a permis de réaliser beaucoup d'infrastructures. Tout à fait. Mais ce qu'on a pu vraiment déplorer par rapport à cette politique, c'est au niveau institutionnel et au niveau technique, avec une faible optimisation de ces ressources. Autrement dit, la diplomatie économique a certes permis d'engager beaucoup de fonds au Sénégal, mais l'absence de planification dont on parlait tantôt a fait qu'il n'y avait pas en fait une cohérence globale qui permettrait d'optimiser ces ressources. Parce qu'il y a beaucoup de projets et programmes qui, en réalité, ont pu bénéficier de ces financements, mais n'ont pas permis un impact sur le vécu des populations. Cela relève d'un autre problème, c'est-à-dire nous avons une administration qui en fait n'a pas pris en compte les ambitions des populations qui sont les cibles mais aussi les bénéficiaires de ces projets. Et la raison fait que si on parvient à optimiser, si on parvenait à optimiser ces financements, j'avoue que la situation que le Sénégal a connue en termes d'endettement ne serait pas aussi mauvaise comme on le voit aujourd'hui.
parce que c'est en fait des financements qui visaient à accroître, à créer une croissance. Or, la mauvaise utilisation de ces ressources a constitué le point d'achoppement qui a fait que l'optimisation dont je parlais tantôt n'a pas pu être ressentie. Mais j'avoue que sur le plan des infrastructures, il faut reconnaître quand même qu'il y a des acquis par rapport à la mise en place d'infrastructures. Mais c'est au niveau des projets sociaux, des projets qui en fait étaient liés à plus ou moins des secteurs sociaux comme l'éducation, comme la santé, qu'on n'a pas eu en réalité les effets, l'impact qu'on devait obtenir par rapport à ces fonds. Mais sur le plan des infrastructures, on peut reconnaître quand même que ces financements ont constitué vraiment, parce que ce sont des infrastructures qui sont des multiplicateurs de développement. Oui. Alors, raison pour laquelle, peut-être à moyen terme, on peut ressentir l'effet de ces investissements par rapport aux infrastructures. Mais ce n'est pas le cas par rapport aux projets sociaux, pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas en fait des référentiels préétablis qui devaient permettre l'optimisation de la mise en œuvre de ces projets. Et j'ai donné même un cas à travers mon ouvrage. On a eu des projets dans lesquels les fonds avaient un problème d'ancrage institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des fonds qui, en fait, je ne parlerai pas de détournement, mais des fonds qui devraient être orientés dans un secteur, mais qui n'ont pas été orientés dans ce secteur pour des raisons et des considérations politiques. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de référentiel, raison pour laquelle on n'a pas pu optimiser ces financements. Or, beaucoup de financements sont des prêts. Ces prêts seront remboursés. Et si vraiment on n'a pas utilisé à bon escient ce financement, vous voyez l'effet pervers que ça peut constituer en termes d'endettement. Bonsoir, monsieur Alioune Dione. Bonsoir. Bonsoir, oui. Moi, je vais un peu commencer sur la forme. Sauf que moi, ce que je déplore, c'est plutôt l'édition. Parce que franchement, c'est un livre, du point de vue du contenu, qui est excellent. C'est rien qu'à voir, on comprend que vous avez pris 3 ans ou 4 ans à faire cette thèse. Donc, pour le contenu, rien à dire. C'est le fruit vraiment d'une forte réflexion. Mais pourquoi c'est aussi mal édité ? Je ne sais pas, les éditions universitaires européennes, moi j'aurais dit que ça a été édité par le cybercafé du coin, sur Wood. Franchement, il n'y a pas eu un effort dans l'édition. Peut-être que ça a été fait à l'université, mais je me dis que ce type de travail qui a nécessité 4 ans, 5 ans, le travail d'un chercheur qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie familiale, ça mérite quand même, pour l'éditeur, c'est pas vous n'êtes pas auto-édité, ça mérite quand même un certain effort de la part de l'éditeur. Et c'est ce qu'on déplore le plus souvent. Donc, pour ce qui est du fond, moi, votre livre, il a soulevé 3 problèmes, moi, de ma part. Il y a le problème du développement, comme vous venez de le dire, de la diplomatie, mais aussi de l'administration sénégalaise. Comme vous le disiez tout de suite, le développement, c'est pas un concept qui est fermé. Donc il faut que nous essayions d'avoir une idée de notre propre développement. Parce que peut-être que celui qui est dans son village, qui a son champ, qui a son bétail, a une idée. Il peut, comme vous l'avez dit, le développement, il s'agit du bien-être, il peut être développé à sa manière. Peut-être qu'il sera en retard par rapport aux nouvelles technologies, mais peut-être que lui, par rapport à ce qui lui apporte son bien-être, c'est une personne développée. Donc il faudrait bien qu'on puisse avoir, nous, notre propre modèle de développement, et puis essayer derrière d'atteindre ce développement. Parce que si on veut chaque fois essayer de copier des modèles et après courir derrière les autres, je pense qu'on sera en retard pour des
siècle encore. Ouais. Et pour ce qui est de la diplomatie, en lisant le livre, je me suis dit que le vrai problème, ce n'est pas les amis ou les faux amis. Parce que je me dis que ce qui vient de l'extérieur n'est pas foncièrement bon ou foncièrement mauvais. Ce qu'il y a, c'est que le peuple, nous, on a élu des dirigeants. Après, qu'ils soient bons ou mauvais, ça c'est un autre débat. Le fait est qu'on les a élus pour qu'ils défendent nos intérêts. On les a aussi élus pour qu'ils nous mettent sur le chemin du développement. Je pense que maintenant, c'est à eux de voir quel type de relation ils doivent avoir avec les autres pays. Parce que, qu'on se le dise, personne n'est foncièrement bon ou foncièrement mauvais. Chaque pays a ses intérêts. Et puis, tant que les intérêts ne sont pas antagonistes, ces pays peuvent avoir des amis. Ces pays peuvent avoir des amis qui les soutiennent ou des amis qu'eux, ils soutiennent. Donc, ce qu'il faut, c'est que nos dirigeants doivent être responsables et fiables afin qu'on puisse être sûr que dans les relations qu'ils nouent avec l'extérieur, c'est des relations qui seront bénéfiques aux Sénégalais et à tous les Sénégalais. Pas seulement à une minorité, ou plutôt à d'autres puissances qui sont étrangères. Parce que moi, je me suis rendu compte du fait que, parce que j'ai eu à travailler comme consultant avec l'USAID dans un projet de POCL, donc c'était pour la planification, je vois que Kémy... On découvre. Donc c'était pour la planification et je me suis rendu compte que tout ce qui se fait en matière de planification ici, c'est fait par les ONG étrangères. Donc il y avait l'USAID, il y avait World Vision, il y avait d'autres. On travaillait en rapport avec l'ARD et aussi avec les districts médicaux au niveau des régions. On est allé à Kolda, on est allé dans des villages tels que Sarabidi, tout ça. Donc on a fait un travail qui, du point de vue du résultat, est vraiment intéressant pour les populations. Mais moi, ce que je me dis, c'est que ce que ça a coûté en termes de salaire pour les consultants, en termes de carburant, en termes de logement, en termes de location de voitures, alors que pendant ce temps, on a des gens qui sont là, qui sont payés par l'État, qui sont dans l'administration et que ça n'aurait rien coûté à l'État du Sénégal qu'il fasse ce travail. Donc je me dis que le problème, ce n'est pas les bailleurs ou les forces étrangères, le problème c'est nous. Pourquoi on attend que les autres viennent faire le travail à notre place? Donc ça m'amène au problème de l'administration. Parce que ici, on a l'ENEA, on a l'ENAM, on a des administrateurs civils, on a des personnes qui sont formées rien que pour ça, pour l'administration. Comment se fait-il que, quand il y a un travail de planification qui doit se faire, quand il y a un travail de terrain qui doit se faire pour les populations, on ne les voit pas, mais on voit seulement nos amis de l'USAID, nos amis de l'Union européenne, nos amis... Mais c'est incompréhensible. Que fait l'État pendant ce temps? Je ne sais pas, vous qui avez travaillé avec, qui êtes dans le système, c'est quoi le problème exactement? En fait, le problème, c'est un problème d'héritage qui n'a pas été bon, un mauvais héritage. Vous savez, l'administration coloniale n'avait pas des visées de développement pour l'Afrique. L'administration coloniale avait des visées économiques. Si vous regardez bien, si vous interrogez l'histoire et si vous observez, vous allez voir que toutes les infrastructures et les équipements mis en place visaient à acheminer les matières premières vers les ports pour les acheminer en Europe. Et même le faible tissu industriel qui existait obéissait à cette logique. Raison pour laquelle il fallait une administration forte. Pas une administration intelligente, mais forte, plus ou moins répressive. Une administration qui est crainte, mais pas une administration qui va refléter les populations, qui va aider les populations à se développer,
qui va promouvoir la planification locale. Quand on a brandi tout récemment le concept de diplomatie économique, beaucoup de diplomates ont refusé le concept. Il y a eu des grincements dedans. Moi, je l'ai perçu lorsque je faisais les recherches. Il y a des diplomates qui n'étaient pas favorables au concept de diplomatie économique. Or, le concept de diplomatie économique est contenu dans la Convention de Vienne. Il y a la dimension amicale, culturelle, mais aussi il y a la dimension économique qui est contenue dans la Convention de Vienne. Donc, les diplomates ont un rôle de promotion de l'économie nationale, de l'économie sénégalaise. Or, ils ne peuvent pas faire cette promotion parce qu'ils ne sont pas impliqués dans les projets et programmes. Ils ne veulent pas, pour la plupart. Ils ne veulent pas parce que, comme on a hérité de l'administration le prestige, le protocole, la procédure, on n'a pas intérêt à changer la donne pour être des acteurs de développement. Or, ce n'est pas ces 3 P qui vont nous développer. Pour qu'il y ait développement, il faut quand même que l'ensemble des éléments, l'ensemble des intrants qui concourent à l'atteinte des objectifs de développement soient mis en branle. Kémy Séba. Docteur Dione, bonsoir. Bonsoir. C'est plus qu'un plaisir. C'est déjà parlé. Je pense que chacun sait ce qu'il pense de l'autre. Il y a vraiment une réflexion liée à l'affection. Quand on voit les objectifs de dépassement qui sont donnés dans le cadre de votre pensée. Le livre, je ne veux pas être dans une logique rébarbative, faire des critiques dans la forme, parce que je pense qu'on est tellement dans une logique d'urgence que le fond, aujourd'hui, me paraît, à titre personnel, être le plus important. Le fond semble être, parce qu'il suffit de voir les autres livres qui ont été écrits sur cette thématique, semble être aujourd'hui probablement le nouveau centre de gravité de cette thématique sur le continent africain, tant cette réflexion et ce concept de développement et de diplomatie est trop peu traité à notre goût en ce début du XXIe siècle, à une période où, qu'on le veuille ou pas, il est plus que jamais nécessaire d'approfondir justement nos idées, nos connaissances sur des thématiques qui gouvernent ce monde globalisé. Tout à fait. Je serais beaucoup plus nuancé que mon bien-aimé frère, mais ce n'est pas nouveau, hein, on se connaît, on est 2 frères siamois, mais chacun avec sa réflexion, et c'est ça qui fait aussi, je pense, cette entente. Je serais beaucoup plus nuancé sur ce que je qualifierais peut-être de banalisation des intérêts extérieurs vis-à-vis de nos réalités. En diplomatie, il y a une définition, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Messant, qui n'est plus à présenter en tant qu'analyste et géopoliticien. Il n'y a évidemment pas d'amitié. Il n'y a qu'une addition d'intérêts. Je citerai une autre personne qui m'est chère, on n'a pas besoin d'être dans les années 70 ou 80 pour en parler, Thomas Sankara, qui disait que le problème central de nos réalités africaines est que ceux qui nous prêtent aujourd'hui sont ceux qui nous ont colonisés. Et celui qui a déjà un background, un passif, dans cette relation de prêt ou de gentillesse soudaine, je vais donner une image soudaine, c'est comme si moi j'ai une fille, et il y a un séducteur qui vient draguer ma fille et qui a été accusé de viol 20 fois auparavant sur d'autres filles. Il est évident que s'il vient avec un bouquet de fleurs, j'aurais un petit peu de prudence, quand même, je pense, sur le fait qu'ils veulent prendre la main de ma fille. J'aurais peur qu'ils prennent les doigts et qu'ils laissent le cadavre après. Et c'est malheureusement, si on veut, on synthétise, mais il faut qu'on parle aussi objectivement, la réalité géopolitique dans laquelle on est. Évidemment, c'est vrai, nul peuple, nulle nation ne naît en étant intrinsèquement mauvaise. Ce n'est pas vrai. Mais les intérêts d'une suprapuissance ne sont pas forcément les intérêts d'un pays qui est présenté comme sous-développé, mais qui, par conséquent, par définition, est surdéveloppable. C'est de la simple logique, de la simple mathématique. On appuie toujours sur l'axe le verre à moitié vide, au lieu de regarder le verre à moitié plein. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ces puissances développées sont dans l'effondrement économique, et c'est pour ça qu'on parle d'une crise, on parle d'une crise mondiale, mais c'est une crise qui les concerne en priorité, alors que nous sommes considérés comme sous-développés, et donc par conséquent, ça signifie que nous sommes surdéveloppables, par essence.
Maintenant, venons-en sur le fond, parce qu'il faut évidemment qu'on soit synthétique, d'autant plus que beaucoup de thématiques ont été touchées. Lorsqu'on parle de développement, vous avez mis, à mon avis, le doigt sur le problème central. Vous dites que c'est l'absence de planification de nos pouvoirs publics, d'accord, qui a laissé la place à d'autres, et c'est une pure réalité. Je pense que c'est dans cette logique du mondialisme dans laquelle on est installé aujourd'hui, la logique dans laquelle on se doit de s'installer et sur laquelle on se doit de creuser, pour ne pas dire ad vitam aeternam, mais profondément. Celui qui n'est pas dans une logique de planification sur la durée ne peut pas se plaindre de ceux qui sont dans une logique de planification depuis des années et qui ont une vision à long terme pour ce qui est de leur domination, pour ce qui est de leur suprématie. Et ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas des propos africains qui sont donnés. Il y a le journaliste Jen Sharp qui a développé un certain nombre de réflexions au sein de excusez-moi que je ne dise pas de bêtises, hein, Albert Einstein Institution, on ne va pas le taxer de panafricaniste extrémiste, hein, jusqu'à preuve du contraire. Jen Sharp qui lui-même dit que la diplomatie, aujourd'hui organisée par les États-Unis, est une diplomatie qui ne va que dans un sens, assurer la suprématie, et c'est logique, c'est logique, des intérêts de leur puissance au détriment des autres. Si on était à leur place, peut-être qu'on ferait la même chose, mais pour l'instant, on est dans une situation où il est nécessaire de ne pas banaliser les intérêts des autres, de comprendre que leurs intérêts, c'est d'être assis sur notre sol, assis sur nos bancs, assis sur nos richesses, et pouvoir en profiter. Lorsqu'ils financent quelque chose, ce n'est pas, quand on dit développement, le développement devrait être normalement endogène. Devrait être simplement dans une logique, on parle d'autodétermination, on se détermine nous-mêmes. Mais celui qui nous finance, je prends l'exemple de USAID, cher à mon cher frère, hein, lorsque USAID vient, évidemment que USAID est dans cette logique de vouloir voir le monde développer comme il voulait à l'époque de Cuba. Il voulait aussi développer le monde, mais sans Fidel Castro, hein, généralement. Dès qu'il y a une voix dissonante, ils sont moins dans un développement. Ils vont dire qu'on va parler de dictature, on va parler de pays avec lesquels on ne veut pas travailler. Alors que, lorsqu'ils voient des personnes qui, comme nous autres Africains, en ce début du XXIe siècle, on a tellement l'impression, et ça c'est une mauvaise image, et vous en parlez aussi de manière très précieuse et très sapiente dans votre livre, on a tellement l'impression qu'on est en retard sur le monde entier, que l'Afrique est devenue quasiment la poubelle de l'humanité, qu'on finit par être pris, j'ai envie de dire, en tout cas d'être comme étranglé dans cette pression diplomatique en pensant que nous devons de suivre les concepts des autres. Nous sommes trop en retard, nous n'avons pas le temps de développer une logique endogène et développer des schémas de réflexion qui nous permettraient de nous allier avec des puissances qui elles-mêmes sont des puissances émergentes et non pas ce passif d'ex-violeurs diplomatiques, d'accord, vis-à-vis de nos contrées. Et j'en reviens là, lorsque USAID, non, c'est vraiment pas pour toi, mon frère, hein, lorsque l'Union européenne, lorsque la BID viennent nous aider, la question n'est pas d'être dans un manichéisme hystérique, ils sont mauvais, nous sommes gentils. Ça serait trop simple de dire ça, et il suffirait donc de ne plus parler avec eux, de nous tourner vers d'autres pour qu'on ait gagné. Or, la solution n'est pas là. Mais, ne pensez-vous pas, et j'en viens donc à ma question, Dr Dione, parce que le terme docteur en ce qui vous concerne est important, parce que vous faites partie de ceux qui le méritent amplement, contrairement à beaucoup de gens qui présentent ce titre, mais qui en réalité n'en ont pas forcément le contenu. C'est très rare, hein, tu le reconnais, d'accord. Ne pensez-vous pas, Dr Dione, qu'il est urgent que nous autres, en tout cas que toutes les personnes qui sont dans les pouvoirs publics, qui sont à ce stade de pouvoir décisionnaire, aient une formation urgente, je dis bien urgente, sur le passif de toutes ces structures ou toutes ces branches diplomatiques ou toutes ces extensions de puissance qui sont venues pour nous, entre guillemets, nous aider à nous développer dans leur propre paradigme à eux, qu'on ait un background qui nous soit présenté en termes de formation, d'accord, pour que nous sachions où est-ce que nous nous dirigeons lorsque nous parlons avec un tel ou un tel ou un tel. Si vous voulez vous marier avec une femme, vous allez connaître son passé. Si vous apprenez que cette femme, jusqu'à 1 heure avant de vous rencontrer, était une prostituée, vous aurez peut-être des hésitations, d'accord, avant de songer et vice-versa. Si la femme vient vous rencontrer et qu'elle apprend que vous êtes un dealer de drogue hystérique, il est
il est certainement logique, à mon sens, qu'elle aura des petites réticences. Eh bien, si on sait que USAID, par exemple, cette extension-là, que ce soit dans les révolutions colorées, les révolutions oranges en Europe de l'Est, d'accord, que ce soit dans le printemps arabe aussi, que USAID a développé dans son paradigme qui est le sien, des programmes allant dans le sens de soutenir des puissances ou des structures qui par la suite seraient des structures hystériquement américanophiles, on comprendrait que la diplomatie n'est pas... Il n'y a pas de hasard dans les relations avec les autres. Il n'y a que des intérêts. Donc ne pensez-vous pas que la formation est urgente pour nous autres Africains, pour les dirigeants de ce pays, pour qu'ils connaissent, mais vraiment de manière précise et profonde, les orientations de ces structures qui viennent vers nous, de telle sorte qu'on pourrait, que le frère ou moi-même ou d'autres, qu'on parle avec USAID. Pourquoi pas? Mais qu'on sache quand même où est-ce qu'on met les pieds pour ne pas qu'on soit enfermé après dans une prison qui ne va pas dans le sens, politiquement parlant, des intérêts des Africains. Voilà ma question. Tout à fait. Merci, Kémy. C'est un plaisir de vous voir m'accorder le titre de docteur pour la pertinence de vos analyses, votre objectivité et votre neutralité scientifique. Pour répondre à votre question, je dois dire qu'il faudrait commencer par changer le modèle de gouvernance. Et pour changer le modèle de gouvernance, il faut d'abord éduquer les hommes politiques, parce qu'il y a l'action de gouverner, il y a aussi l'action d'administrer. Et les administratifs, pour ne pas dire les administrateurs, sont commandés par les décideurs politiques, autrement dit ceux qui gouvernent. Il y a une différence entre gouverner et administrer. Raison pour laquelle il faut qu'on change le modèle de gouvernance en changeant d'abord les hommes politiques dans leur vision, dans leur perception. Il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir identifier tout ce qui, à travers les interactions, à travers les échanges internationaux, à pouvoir identifier ce qui reflète l'intérêt national d'avec ce qui cadre dans le champ des visées impérialistes. Et à ce niveau, j'ai pu voir que sur le plan de la formation, nous devons changer systématiquement notre modèle de formation. Vous savez, je vais en profiter pour expliquer en partie la raison qui m'a motivé à faire cette thèse. Après avoir étudié, je suis parti, j'étais d'abord instituteur, jusqu'au moment où j'ai senti le besoin de faire un concours professionnel. Au moment où j'ai fait le concours professionnel d'entrée à l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée, qui est devenue maintenant École supérieure d'économie appliquée, c'est par la suite, c'est à ce niveau que j'ai appris beaucoup de choses sur le développement. Mais quand j'ai appris le développement, au sortir de l'école, au bout de 4 années d'études, j'ai eu un sentiment d'insatisfaction. Dans la mesure où, non pas que la formation n'a pas été bonne, la formation a été excellente, je le disais tantôt. Mais j'ai eu une insatisfaction dans la mesure où j'ai pu voir que ce développement qu'on nous a inculqué, nous ne pourrons pas le mettre en œuvre parce qu'on sera dans des sphères administratives, or les administrateurs n'ont pas, excusez-moi du terme, compris ce que c'est que le développement, pour les raisons que j'ai évoquées relatives à l'histoire. Ça, c'est un premier obstacle. C'est ainsi que je me suis dit que, attends, il faudrait donc qu'on essaie de comprendre le modèle de gestion administrative à travers les finances publiques. Parce que ce sont les finances publiques qui constituent les moyens que l'État se donne pour mettre en œuvre ses politiques. Donc, comment prendre en compte dans la vision de développement les finances publiques, ce qui m'a amené à faire un master en finances publiques. Alors, étant donné que nous sommes dans un champ où il y a une intersection entre le niveau local, c'est-à-dire les valeurs endogènes qu'il faudrait promouvoir, mais aussi en tenant compte de l'environnement global. C'est ce qui m'a amené à faire des études en relations internationales. Donc j'ai articulé la thèse sur les questions de développement, sur les finances publiques, sur les relations internationales. C'est ce qui a amené le sujet financement du développement et diplomatie, l'Institut du Sénégal. Alors, maintenant, cette vision holistique et systémique
c'est ce qui manque malheureusement dans nos politiques publiques de développement. On a des politiques très sectorielles. Quand on passe dans un secteur, on ne prend pas le secteur avec toutes les incidences que ça peut soulever. Et c'est ce qui fait qu'aussi, on a un modèle de gestion des ressources humaines qui est statique, qui n'est pas dynamique. On doit une inertie réelle sur ce terrain. Voilà, on doit prendre en compte l'ensemble de ces compétences qui vont permettre à nos politiques publiques de se déployer convenablement pour atteindre les résultats de développement. Alors, c'est à ce niveau que j'ai pu identifier des éléments sur lesquels il faudrait prendre en compte pour vraiment promouvoir notre développement. C'est dans la partie de recommandation que j'ai évoqué ces différents aspects. Une belle transition peut-être pour passer à vous. Merci infiniment. En vous remerciant encore une fois, monsieur John, pour la qualité de cet ouvrage-là et pour les réflexions que vous avez apportées sur notre plateau. Alors, Bassirou, je pense que vous êtes le plus jeune chef de parti du Sénégal, non? Si je ne suis pas le plus jeune, je pense que je fais partie des plus jeunes. Les plus jeunes. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne connais pas l'âge de tous les secrétaires de parti qui sont au Sénégal, mais je pense que je fais partie des plus jeunes. D'accord. Tu as quel âge, ça? Vous êtes... Moi. Tu me donnes quel âge là? Frère, c'est l'âge de la sagesse. Mais dis-nous. Et en plus, il y a un qui dit que chez les âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre. Clairement. Donc, ça n'a pas d'importance. Ça nous enrichit, de toute façon. Et nous sommes fiers de ce que vous faites en tant que jeunes, parce que, justement, peut-être pour prendre en préoccupation, en considération plutôt les questions qu'on a évoquées tantôt, c'est peut-être la nouvelle génération qui devrait se mettre en avant. Peut-être vous êtes sur ce sillage-là, donc que Dieu vous accompagne. Merci. Alors, mais vous avez créé un parti, Gëm Sa Réew. Oui. C'est bien ça. Oui. Je sais qu'au Sénégal, aujourd'hui, on ne compte pas moins de 250 partis politiques. Vraiment. Alors, Gëm Sa Réew... Sans compter ceux qui ne sont pas encore déclarés. Oui, exactement. Qui attendent encore le récépissé. Vous avez reçu, vous, votre récépissé de parti Depuis déjà? 2010, le 5 mai 2010. Mais il y a combien de journalistes? Et le nombre de journalistes continue à augmenter, quoi. Qu'il y a, par exemple, 1000 partis politiques ou bien 100, cela ne m'intéresse guère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une idéologie, de le défendre et de faire un appel à certains qui ont cette même idéologie que moi. Regardez celui-là qui est derrière vous, c'est un frère. Oui. Son père et mon père sont de même sang. Ils sont de même mère et de même père. Mais il supporte l'APR. Il fait partie des gens qui ont défendu l'APR à Biscuiterie. Et moi, je ne fais pas partie de l'APR. Aujourd'hui, cela n'empêche pas, quand j'ai quelque chose à faire, je l'invite pour qu'il vienne assister. Et idem pour lui aussi, quoi. Parce que je me dis, comme le disait Hugo, la guerre par les hommes, c'est la guerre. Mais la guerre par les idées, c'est la paix. Et je compte faire une guerre par les idées. D'accord. Avec son fan club. Mais... Ouais. Non. On n'a pas commencé. Est-ce que tu ne fais pas partie même? Est-ce que tu ne fais pas partie de ce fan club? Mais parce tu que le ce sais, que non? je viens de dire Tu le sais, non? mérite des applaudissements. Tu le sais, non? Attention à la dictature, attention. En tout cas, je me remarque que tu comptes des sympathies sur le plateau, peut-être même dans le public. Oui. C'est encore mieux. Mais, Bassirou, oui. Moi, je voudrais qu'on en arrive aux questions concrètes. Okay. On a un petit peu, avec notre ami John, fait un tour de table qui véritablement est revenu sur les aspects liés au développement de notre continent, et particulièrement en ce qui concerne notre pays, le Sénégal. D'accord? Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, vous-même réagi de façon spontanée parce que certainement vous n'aurez pas pu vous contenir par rapport à ce qui est fait par nos élites depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Vous avez refusé tout à l'heure de donner votre âge, mais je considère que nous sommes tous partis de la même génération, en tout cas, en tout état de cause. Donc, avec les mêmes préoccupations, nous les avons aujourd'hui, nous les aurons certainement demain, parce que nous sommes sur cette voie-là. Vous avez créé un parti politique, vous êtes jeune, vous avez certainement de l'ambition, et vous avez dû certainement aussi apprendre des erreurs des autres. Donc, si vous deviez parler aujourd'hui à votre public, ceux qui vous suivent, vous regardent, je crois que c'est ça le prétexte également de cet entretien-là. Qu'est-ce que vous venez leur apporter de nouveau? D'accord? Pour que, véritablement, ils songent en plus et en mieux, véritablement à s'engager, ne serait-ce que d'abord dans l'action politique, parce qu'aujourd'hui, la question également, c'est que beaucoup de jeunes ont abandonné le terrain politique, découragés qu'ils sont certainement par ce qui s'y fait, ce qui s'y déroule depuis l'aube des temps, par les anciens.
Qu'est-ce que ces jeunes-là aujourd'hui, avec leur courage et leur ambition, peuvent apporter pour inciter la nouvelle classe générationnelle à s'engager et en tout cas à poser des actes, n'est-ce pas, donc, liés, n'est-ce pas, donc, à l'avancement, au développement et justement à la restauration de ces aspects-là? Je pense que la première chose à faire, c'est un changement des mentalités pour une politique responsable, transparente, puis progressiste. Ce qui nous a poussé, nous, c'est dans cette dynamique de réforme que nous avons créé notre parti pour inciter à l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises de s'y inscrire. Maintenant, le fait de parler du développement, et je dis même c'est l'ordre du jour dans tout le Sénégal ou dans l'Afrique, parce que tout le monde parle du plan stratégique du Sénégal émergent. Donc, je vais donner la vision que Gëm Sa Réew a par rapport à un Sénégal émergent. Et ce que nous attendons aujourd'hui de nos autorités, en général, et en particulier du président Macky Sall. Je pense que le Sénégal émergent qu'il va proposer à l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises sera un Sénégal qui sera bien gouverné et respectueux des droits de tous. Un Sénégal qui sera pleinement inséré dans les réseaux mondiaux du moins d'échange d'idées, de biens et des capitaux. Un Sénégal où chaque Sénégalais et Sénégalaise disposera des revenus lui permettant d'avoir un logement décent et une bonne couverture sanitaire et sociale. En tout cas, on en a besoin parce que c'est vraiment... Oui, et je pense que nul d'entre nous ne doute. Non seulement on a les compétences nécessaires, et on a aussi les ressources. Donc ça veut dire qu'au bout d'une génération, quand je parle d'une génération, il faut par exemple vers les 15, 20, 25, 30 ans, on pourra changer le niveau de vie de tous nos citoyens, qui sont des Sénégalais aujourd'hui ou de l'Afrique en général. Mais il faut noter que cela nécessitera forcément un engagement ferme et irrévocable de tout un chacun. Et ce qui nous manque, nous les Africains, et à chaque fois, on a tendance à responsabiliser les Occidentaux. Par exemple, quand je prends l'exemple de la traite négrière, mais quand on parle de commerce triangulaire, je suis désolé, mais les premiers responsables, c'est les Africains même. Parce que quand il y a commerce, il y a un acheteur, il y a un vendeur. Qui vendait? C'est les Africains qui vendaient le produit. Et moi, quand tu me vends ta marchandise, si j'ai de quoi l'acheter, je ne vais pas hésiter à le faire. Bien sûr. Donc, je pense que le président Macky Sall, à l'heure actuelle où je vous parle, doit se lancer du moins 3 défis majeurs pour le Sénégal d'aujourd'hui. C'est le fait d'accélérer la croissance et de diversifier ses ressources, de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, parce que le Sénégal aujourd'hui, de par son paradigme socio-économique, est classé parmi les pays les moins avancés au monde. Presque un quart de la population vit du moins en dessous du seuil critique de la pauvreté. C'est extrêmement dangereux et grave. Et aussi, il faut qu'il assure une bonne gestion des ressources durables pour que les générations futures puissent en bénéficier. Et pour arriver à ces 3 défis, pour qu'ils puissent le réaliser, il faut pour moi 4 axes stratégiques qu'il est nécessaire que le président Macky Sall le mette en place. D'abord, l'axe de la croissance. Deuxièmement, une croissance diversifiée, ça veut dire le pilier du Sénégal industriel, le pilier du Sénégal vert, le pilier du Sénégal des services. Je vais commencer par le premier que j'avais cité pour la croissance. Il est nécessaire qu'il le matérialise avec ces cadres-là. Un modèle de développement durable, la gouvernance, le capital humain et les infrastructures. Parce que c'est avec un développement durable que nous arriverons à garantir la valorisation optimale de nos ressources. Quand je parle des ressources minières, agricoles, halieutiques, etc. Il faut qu'on valorise optimalement ces ressources-là. Après avoir valorisé les ressources aussi,
il faut qu'ils mettent en place une bonne connaissance de ces ressources, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir une planification optimale de leurs allocations et en même temps de diffuser au sein de notre société, qui est la société sénégalaise, le paradigme de développement durable, qui va permettre, en le matérialisant du moins par ces objectifs-là, le fait d'instaurer un modèle de développement durable qui va intégrer le bien-être humain, l'équité sociale, enfin la conservation de l'environnement. Vous avez également beaucoup parlé parce que, en parcourant un peu vos analyses, les réflexions que vous avez faites sur d'autres plateaux, vous avez également beaucoup insisté sur la modernisation de l'agriculture, oui. D'accord, et de l'élevage, que vous considérez comme les socles majeurs du développement. Parce que vous avez des propositions à ce niveau? Ok. D'abord, moi, je me dis qu'en économie, il y a ce qu'on appelle les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Pour ce qui est des besoins primaires, il faut que les Sénégalais arrivent à bien manger, à bien boire, avoir de l'éducation, avoir de la santé, etc. Mais le modèle de développement qui peut permettre à l'Afrique de se développer aujourd'hui, mais Serigne Saliou l'a déjà montré dans les travaux de Khelcom, c'est un modèle de développement endogène qui peut permettre à tout le Sénégal en particulier et en général l'Afrique de se développer et de sortir du sous-développement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les dirigeants qui ont le courage et le peuple aussi qui accepte de se sacrifier pour que la génération future puisse en bénéficier. Je rappelle que vous avez été également talibé au Dara de Serigne Saliou pendant de longues années et également que vous êtes spécialiste en gestion. Mais ça, je crois que ça reflète un peu dans vos propos et dans votre discours. Nina Penda Faye. Merci Babacar. Excuse-moi de terminer parce que j'étais en train de prendre note. Bassirou, j'ai beaucoup de sympathie pour toi depuis que je t'écoute. Mais excuse-moi de te dire une chose avant de commencer. Okay. Babacar a posé 2 questions importantes et je t'ai écouté. Et le ton de départ, c'était le ton d'un politicien qui était en train de dérouler des idées comme on les voit tout le temps le faire. Moi, je veux qu'on entre dans la pratique. Et je suis rassurée quand j'ai entendu comme référence Serigne Saliou. Je suis rassurée d'emblée. Il a été malin. Il a été très malin, mais n'empêche, je crois que si notre génération a le devoir de continuer et de prendre le témoin, il faut que nous réfléchissions d'une autre manière. Je suis bien d'accord avec toi sur beaucoup d'aspects et surtout sur la proposition que vous faites quand vous nous parlez de ce Sénégal émergent dont tout le monde parle. Et je pense, et je disais tout à l'heure à la fin de la réflexion de Kémy, qu'il nous faut revoir le modèle de financement de nos partis politiques. Je voudrais revenir à cela en te posant juste comme première question, comment toi, dans ton parti, tu vas t'organiser pour financer les activités que tu es en train de mener, pour massifier ton parti? Les activités... D'où viennent les financements? Les financements viennent des militants de Gëm Sa Réew. Je vais en citer quelques-uns qui sont parmi ces militants-là, les militants les plus braves sur ce domaine. Le fait de donner leur argent et d'y participer. Ismaël Mbodj, le docteur Ismaël Mbodj qui est au Canada, je profite de l'occasion pour le saluer. Alioune Badara Diop, Alioune Badara Ba, Monsieur Fodé Ndaw qui était venu sur votre plateau la fois dernière, il débloque des millions et des millions, comme les Ismaël Badou et autres, pour le participer. N'oubliez pas que notre parti a une idéologie, Gëm Sa Réew, croire en soi. Parce que pour nous, le problème aujourd'hui de notre continent, quand je parle toujours de manière générale, c'est le fait d'accepter. Parce que li nga Olof Ndiaye di wax ku la aal bët fu ko neex ngay xool. waaw loolu la ñu wax sànq. te man nag samay bët maa ko moom kenn du ma forcer fa may xool. Raison pour laquelle c'est les militants de notre parti qui vont faire les cotisations et de nous permettre d'avoir notre liberté de réflexion et de ton.
Je te remercie. Merci. C'est bien ambitieux. Et la vente des cartes de membres aussi. Il y a les partis avec cartes de membres. Depuis longtemps. Vous savez, voilà, on va aller en campagne Traditionnellement, pour les élections municipales. Aujourd'hui, on se base pour un budget de minimum 75 millions. Et ça a été financé. Il faut demander, Ibrahima Fall est en train peut-être de suivre cette émission. Oui, on en arrivera au professeur Ibrahima Fall. Excuse-moi, Pas de parce souci. que la question que je t'ai posée, vous avez combien de militants? Combien de militants? Pour le moment? Là, actuellement, on a vers les 4800, 4900. Vous êtes à 4000. Oui. Ok. Donc, vous me Et dites... sans compter mes frères de sang, qui sont les longues tabliers de Serigne Saliou. Et les copains Sans d'enfance. sans Et les compter mes copains frères de d'enfance, sang, qui peut-être sont les Nina. longues tabliers de Serigne Saliou. Et les copines d'enfance aussi. Bon. Bassirou, Oui. c'est très ambitieux. Quand on est jeune, on se dit, voilà ce que nous voulons faire. Et quand on a l'esprit que tu as, et Manchallah, la carrure, on se dit qu'on peut soulever le Sénégal tout seul. Mais il y a des réalités où, par l'expérience, on se rend compte que ce qu'on dit, on ne peut pas forcément l'appliquer parce qu'il y a d'autres forces. Ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir arriver à ses objectifs. Parce que Macky Sall est passé par là. On a entendu parler avant d'être président. Abdoulaye Wade est passé par là. On l'a entendu parler avant d'être président. Et certains avaient l'habitude de dire on aurait dû avoir un Wade peut-être il y a 20 ans avant. Le Sénégal serait peut-être à un autre stade. Mais on a connu un Wade président vieillissant, fatigué, qui avait d'autres préoccupations. Diouf pareil, Senghor pareil. La seule différence. Laisse-moi terminer. Je termine. Et je te laisse la parole. Ok. Pour te dire que c'est salutaire et ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Merci. Mais il y a des réalités. Et sur ces réalités, nous, on voudrait savoir comment toi, par exemple, vous avez 4000 militants. Et on te souhaite d'en avoir plus et on compte sur les frères talibés de Serigne Saliou et tous les Sénégalais. Inch'Allah. Mais on sait que quand on veut être président de la République dans ce pays, on fait appel à d'autres forces. Nous avons vu beaucoup de candidats le faire. Faire des levées de fonds, appeler d'autres personnes pour les financer pour être président de la République dans ce pays. Parce que nous avons des réalités qui montrent autre chose. Nous savons, quoi qu'on dise, qu'il y a un clientélisme politique, qu'il faut mettre de l'argent, qu'il faut financer les militants, il faut leur donner de l'argent, parce que le système fonctionne comme ça. Et à la base, est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler sur la restauration de nos valeurs socio-culturelles? Et ça, c'est le travail que tu dois faire en premier. Oui. Je t'ai entendu parler, mais quand je ne t'ai pas entendu parler de valeurs socio-culturelles à restaurer, j'ai eu peur. Parce que ce qui est arrivé à Macky Sall peut arriver. Je ne te le souhaite pas. Et ça ne m'arrivera jamais. Inch'Allah. Parce qu'il y a une différence entre Macky Sall que vous venez de citer, Abdoulaye Wade, qui était le président d'avant, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. J'ai des fonds. J'ai une main invisible qui est derrière et qui m'aide. Et je vais vous le dire aujourd'hui, mon secret. Vous savez quelle est la main invisible qui est derrière moi? C'est la main invisible de Dieu. Parce que je crois à une seule chose. C'est ça que je crois à moi. C'est pour cela. Traduction. Moi, je n'ai pas compris. Non, parce que, en fait, il a dit qu'il donne le pouvoir à qui il veut. Je suis Et d'accord. il l'arrache aussi sur les mains de qui il veut. Je suis d'accord. Étant donné que j'ai la certitude et la confiance d'avoir cette idéologie en tête, il y a des choses que je n'accepterai jamais dans ma vie et je ne le ferai pas. Pour ce qui est de cette gouvernance institutionnelle dont vous venez de me parler aujourd'hui, pour moi, il requiert non seulement le fait de moderniser notre administration, de consolider les règles d'un état de droit et de dynamiser la diplomatie sénégalaise. Il faut aussi
que nous mettons en place un système qui va permettre de promouvoir un modèle de développement durable, une décentralisation, mais qui sera différente de cette décentralisation qu'il nous proposait, quoi. Un conseil des ministres décentralisé, pour nous, n'a même pas de sens. Parce que la décentralisation, c'est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives vers d'autres entités qui sont distinctes de l'État lui-même. Et il n'y en a que deux types, selon le modèle français, étant donné que nous faisons toujours copier-coller. Ce qu'on appelle la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou fonctionnelle. Et parmi ces deux, il n'y a pas ce qu'il faisait. Je pense qu'au niveau de la gouvernance institutionnelle, c'est les propos que nous avons. Et de se baser surtout, vous savez de quelle idéologie? De cette idéologie sénégalaise. Et l'idéologie sénégalaise, c'est ce que les anciens nous ont légué. C'est ce que ces saints hommes, du moins, nous ont légué. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la crise au niveau de l'éducation. Mais il suffisait seulement de donner des leçons de morale dès la classe de CI à ces jeunes comme moi et autres, d'apprendre par exemple kun katiman, il dit kun katiman li burri wal busa tanan khasdan wa tahlal jilu ya mutahallim. Là-bas il te dit, toi l'étudiant, il faut être patient et il ne faut jamais montrer ta tristesse ou le mal que tu es en train d'endurer. Si tu le fais et si tu as cette patience-là, tôt ou tard, tu dépasseras ta génération. Mais ces leçons de morale, au lieu de l'intégrer au niveau de l'éducation, ils préfèrent aller faire copie-coller à d'autres leçons de morale qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas conformes aux réalités. Et quand j'arriverai au pouvoir, Inch'Allah, je me jugerai. En 2017. Bonsoir Bassirou. Je peux dire que je suis fier quand je te vois parler comme ça. Parce que tu représentes le fruit d'un système qui, je pense, a réussi à se libérer de l'aliénation que nous vivons, que beaucoup de générations vivent depuis la colonisation et longtemps avant. Parce que, comme l'a souligné Babacar tout à l'heure, tu es le fruit des daras de Serigne Saliou. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Quelqu'un qui est allé dans les daras. Parce que quand Serigne Saliou a fait l'appel, je crois que c'est ton guide Serigne Béthio Thioune qui t'a amené dans les daras de Serigne Saliou et tu en es ressorti et après tu as intégré une université à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quoi exactement ton cursus dans ce sens-là? En fait, j'ai fait 7 ans de dara à partir de 93, au moment où Serigne Saliou avait fait appel en disant que jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba daan def ci mag. C'est à cette époque que Cheikh Béthio avait amené plus de presque 1000 jeunes pour qu'ils partent dans les daras de Serigne Saliou. Et je faisais partie de ces jeunes-là. Après avoir fréquenté les daras pendant 7 ans, j'ai repris les études. Un jour, il y a une dame, Fadjama Silla, que je remercie d'avance sur ce plateau, qui a envoyé un frère, Aline Kassé, pour lui dire de venir la répondre. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, nous allons voir Tata Alimatou. Je veux que tu reprennes les études. Après cette même dame, je suis parti avec lui voir Serigne Saliou pour lui dire que, je lui ai dit, mam, c'est pour ça, mam, on avait l'habitude de le dire, mam, même pas Serigne Saliou. C'est pour ça que je vais en revenir avant de terminer. Si vous me voyez, par exemple, se lancer carrément au niveau de ma pétition que j'ai fait envers Abdoulatif Coulibaly et Souleymane Jules Diop, ce n'est pas de l'acharnement, mais ils nous ont manqué de respect. Parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, dire à Latif le fait de le reprocher, le fait de prendre position, car cela révèle de sa domaine de compétence. On ne peut pas lui reprocher cela, mais la responsabilité concernant l'utilisation des mots, ainsi que la manière de les dire, lui incombe entièrement. Libre à lui d'avoir des convictions qui sont complètement en déphasage avec les réalités au Sénégal. Libre à lui aussi de donner de l'importance à une telle ou telle famille religieuse. Mais rien ne lui incombe le fait de pouvoir manquer de respect à Serigne Saliou. Et son indifférence manifeste envers certaines valeurs et règles non écrites au Sénégal qui nous sont si chères, combinées de sa liberté d'expression, ne lui dispense à rien l'obligation de respecter chaque personne, pour ne pas dire une personne de la dimension de Serigne Saliou. Avant de terminer, je vais le parler en Wolof, parce que damay def appel à toute la communauté même, mais en particulier au Ndongo Tarbiya de Serigne Saliou.
kii yabul sëriñ bi ñun la yab ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu boppam ndax tey jii l'islam a ñu xañ bu ñu l'islam xañul woon bu ñu demee bay séddale miraas sëñ bi dañ ciy am wàll kon tey mënuñu permettre koo xamante ne ni mën naa ne am na terme yoo xam ne sax bugguma ko utiliser ci parti bi defoo dara pour Sénégal lu dul tey Ablaye Wade di ko ŋàññi guddeeg bëccëg suba ak ngoon di ko ŋàññi yoo xamante ne war nga ñu tey amoo benn conviction ci li nga doon def ndax la nga doon diingat yëpp décret d'avance yi bu doonee benn tey doon na 4 marché gré à gré yi bu nekkoon 14% tey mi ngi ci 20 et quelques %. Même personne bi mooy génn di ko défendre sëñ Abdoulaye nag doon na wax ni naa fekk dëgg noo koy xamee mooy koo xamante ne say waxu démb ak say jëfu tey dafa ute te moom waxu démb ak jëfu tey dafa ute. Je pense que voilà, maintenant je vais revenir non c'est que loolu distraire ci débat beeg lépp dafa doon loo xamante ne ça me tient au cœur et inchallah je vais le combattre jusqu'à la fin. Maintenant je vais terminer avec Serigne Sall. Juste sur ça, c'est que exactement il y a un complexe qui est grave au Sénégal parce que monsieur Abdou Latif Coulibaly il n'aurait jamais osé appeler un ambassadeur étranger venir dire le sieur, il va dire son excellence monsieur parce que ça tout le monde l'accepte. Mais tout le monde parle de Serigne Saliou, Serigne Mansour truc. Pourquoi il se dit comme c'est des institutions qui nous sont propres, j'ai le droit de bafouer nos institutions, mais quand il s'agit d'institutions étrangères ou d'institutions dont nous avons hérité de la colonisation, je me dois de les respecter. Pourquoi on est complexé à ce point et irrespectueux de nos institutions? Et maintenant, je vais terminer la question que tu m'avais posée. Étant donné que je réponds quelque chose d'important et la majeure partie de ces gens-là peut-être ne comprennent pas le français, je vais le dire en wolof pour que l'ensemble des ndongo tarbiya sama mbokk daara yi xam li may wax. ñun boo gisee complexe boobu mën a dal benn Latif Coulibaly ou Jules Diop xam nga lan moo tax duñu dal dañoo namp ci matuk Serigne Saliou gi ba lu ñu disati matadi ci ñun. amul président bu mu mën a doon au monde maa ngi commencé ci Barack Obama mi nga xam ne moo fi ne tey comme ba yegsi ci Macky Sall bi boo xamante ne bu ñu jàkkaarloog yow dinañ war a mën a am complexe ci yow ndax lu ñu gis lu ne day tuuti suñu bët jox nañu loxo Serigne Saliou wéet nañoo ak moom ba tàyyi te leer nañu mënatuñoo jox loxo ku tolloog moom daraja ci kaw suuf moo tax lu ñu gisee ci ñu Ah, c'est le cœur qui parle, c'est la foi même plutôt. Kémi. Voilà, ça va être très difficile. Une réflexion. Oui, je voudrais intervenir dans le même temps. Mais pour dire que en fait, c'est comme si je ne sais pas, c'était programmé ou pas. Mais j'ai réagi à travers un article sur le geste d'Abdou Latif Coulibaly. L'article était intitulé Abdou Latif Coulibaly ou l'hypocrisie républicaine, les masques commencent à tomber. Alors, pourquoi j'ai réagi? Parce que même sur le plan, je ne vais pas parler avec le cœur, mais je lui ai répondu intellectuellement pour lui dire qu'il n'est pas compétent et qu'il ne mérite pas le poste de ministre de la République. Pour la bonne et simple raison que, vous savez, le nom a une valeur juridique. Et comme c'était dans une instance officielle, solennelle, même s'il lisait le dossier, il verra que le nom de Serigne Saliou, c'est Cheikh Salif Mbacké. Donc le nom ayant une valeur juridique, il devait prononcer, puisque c'est officiel, il devait prononcer le nom de Serigne Saliou. Moi, je m'appelle Alioune Dione. Si vous dites Lune Dione, ça ne m'engage pas. Alors, donc, c'est manquer de respect à Serigne Saliou. Et vous voyez que ça revient à ce que je dirais. Le fait de corriger, d'inculquer des valeurs africaines à nos dirigeants. Le président, c'est-à-dire lui, ce qu'il dit, il l'a hérité de son président Macky Sall quand il dit qu'on ne peut pas gouverner, on ne peut pas développer le Sénégal avec des chapelets. Voilà, c'est parce qu'il ne croit pas à nos modèles. Or, Touba est actuellement la deuxième ville du Sénégal. C'est ça. La capacité de mobilisation financière qu'on connaît dans la communauté mouride. Mais c'est à travers un système de pensée. C'est à travers une organisation. Pourquoi eux, ils ne veulent pas s'inspirer de ces modèles? Raison pour laquelle j'avais répondu pour leur dire que vous, les politiques, vous n'avez pas encore prouvé. Au contraire, vous nous avez toujours emmenés au bord du gouffre. Et à chaque fois, c'était des personnes comme Mame Abdou Aziz Dabakh qui venaient pour apaiser les tensions. Ce sont les hommes politiques, les hommes religieux. Aussi bien la chrétienté que les chefs religieux des confréries. À chaque fois, c'est eux qui permettent vraiment de progresser et non les hommes politiques. Qui sont en fait animés par des clientélismes politiques. Raison pour laquelle je crois qu'on est en parfaite convergence de vues. Et je dis qu'il disait que c'est Ibrahima Fall ton modèle. Moi, je vais vous dire une chose. Mon seul modèle sur le plan de la classe sortie de l'école occidentale, c'est Ibrahima Fall. Ça, je vais vous le révéler. C'était mon seul modèle. Et je lui ai dit ça à lui-même.
Alors donc, on est en parfaite convergence, c'est pourquoi je me demandais si c'était un hasard ou pas. Avant d'arriver à votre question, s'il vous plaît, pour une minute, je vais donner un consigne à tous mes compatriotes. C'est que ñii li leen di def yar leen yomb na àddina la ñuy ut te àddinaa ngeeg ñun car on a la masse et on a les moyens. li ñu leen di yaree mooy leen ku mel ni Latif Coulibaly ak Jules Diop bu ñu génnetee télé bu ñu leen man sama kër par exemple bu ñu ko tegee télé sama jabar zappé télé bi kenn du ko fa seetaan journal bu mu nekk kenn du ko jënd. livre bu mu bind jour ba di nga maa ngi doon lire compte et mécompte de kii nan la tudd en meurtre commandité bu Wade bi mu noon tuumaal Macky Sall mii di wax ni que moom xam na fu 7 milliards fay woon ni dëkk moom na ko wax livre boobu ba ma meree ci moom laa boole livre ya mu mës a bind taal ba tey jii nii journal bu ma ko gis du ma ko jënd loolu nag maa ngi ciy woo ñëpp li taxoon ma lancé pétition bi nag pour wan gars yi am nañ méthode xeex boo xamante ne moom moo gën a valable di génn di taal ay pono ki tali nañ ko xeex ci benn genre xeex bu civilisé boo xamante ne li ñu koy may mooy pétition bi gën a mat instant bi j'ai dépassé les 450 000 te 500 000 dina mat bu ñu ko paree bu ñu leen wàccee ci gouvernement bi xayrun bu ñu leen wàcceewul dinañ continuer combat bi par des marches par des meetings de sensibilisation te incha allah fu Latif Coulibaly nekk maa ngi ñaan yéen ndongo tarbiya yii nga xam ne Serigne Saliou da leen yaral seen bopp ak ñi nga xamante ne bëgg nañ ko wala Souleymane Jules Diop la mu teg ci deelu sëñ Abdou Aziz Sy Junior te nga xam ne mën na ko waajur ñun ñëpp nañ maase ñaari nit ñooñu fu ñu nekk bu ñu leen jàppale nañ voté vote sanction contre ñoom continuer vote. Il va falloir qu'on appelle Abdou Latif Coulibaly sur ce plateau. Hein, tellement pour dire son point de vue aussi, Kémy. Voilà. Mon cher frère Bassirou, bonsoir. Bonsoir, Kémy. C'est dans ce genre de moment, comme en réalité depuis le début de l'émission d'aujourd'hui, que je me rends compte de la complexité du rôle de chroniqueur, ou de chroniqueuse, pour la simple raison que parfois, les réflexions de l'invité sont tellement en phase et en harmonie avec notre vie en dehors du plateau que cela entraîne qu'il peut être difficile de se faire l'avocat, parce que notre rôle aussi est d'apporter des critiques constructives et parfois même de faire en sorte que l'invité puisse être dans la logique de la remise en question. Or, le problème, c'est que les deux invités qu'on vient